comment ne pas craquer dans la prison politique. Et l'une des styles, c'est de vraiment s'occuper avec de la richesse intérieure. Puisqu'en fait, t'es dans cette situation de pas de côté parce que t'es obligé. C'est pas parce que t'es hyper smart que t'es... Non, c'est vraiment le mode survie. Donc je découvre tout et tout est nouveau pour moi. Donc je vois des choses différemment, comment je peux faire des choses. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Roux Savard. On s'est rencontrés la semaine dernière à un événement. Il a eu plusieurs vies, il vient d'Iran, il est réfugié politique. Vous l'avez peut-être vu récemment à Qui veut être mon associé, où si je me trompe pas, Anthony Bourbon a investi dedans. Donc je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Il va nous parler un peu de son parcours et de sa vie. Enchanté Roux. Enchanté. Merci pour ton temps, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Donc du coup, comme je disais un peu en intro, est-ce que pour ceux qui ne t'ont pas vu à Qui va être mon associé, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Je vais pas faire le même pitch. Je suis iranien, comme tu as dit. Je suis né en Iran. J'ai fait du journalisme et de la politique en Iran. J'ai créé à 24-25 ans une boîte de communication digitale en Iran. Okay. Attention, en 2007-2008, le terme n'existait même pas. En fait, on a pensé seulement faire, parce qu'il y avait la censure, il y avait des restrictions, donc on a dit il y a une nouvelle espace, on va faire à la com sur Facebook, Twitter, et donc avec mon frère Joumon. Okay. Qui lui il est graphiste et cinéaste et lui il s'occupait des clients plutôt business, moi je m'occupais des clients politiques et parce que j'étais actif dans la politique et qu'est-ce qui se passe, c'est que je deviens très actif dans une campagne présidentielle contre le président sortant Mahmoud Ahmadinejad, ultra conservateur. Avec mon équipe, on crée un mouvement qui arrive à mobiliser des millions de personnes via des réseaux sociaux en 2008, en 2009. C'était vraiment l'une des premières fois dans le monde. Et à cause de ça, donc on m'arrête le lendemain de l'élection. Parce que nous, on a eu l'impression et on était convaincus que l'élection nous a été volée et on a arrêté toutes les têtes de la campagne de l'opposition. Donc c'est la raison pour laquelle, après plusieurs mois de situations difficiles, j'étais obligé de quitter le pays, passer quelque temps en Turquie et ensuite la France. Pour la petite histoire, j'ai été, je ne voulais pas définitivement quitter le pays, mais la situation devient de plus en plus difficile et vraiment en espace de une journée, j'ai deux propositions d'asile politique des États-Unis et de la France. Ouais. Et j'ai 24 heures pour décider où j'y vais. Donc je choisis la France. Et une semaine plus tard, dans un 30 novembre pluvieux de 2009, je suis à Paris. Ok, depuis 15 ans. Exactement. D'accord, ok. Et tu nous diras après ce que t'as fait, mais donc pourquoi t'étais dans la politique à la base, ou t'avais des études politiques, etc., ou c'était juste que cette élection en particulier, c'était un sujet qui te tenait à cœur de t'y opposer? Comme tu as dit, j'ai eu plusieurs vies. J'étais sportif demi-pro. Okay. J'ai fait la lutte gréco-romain, et la lutte, il faut savoir que c'est le sport national de l'Iran. Donc c'est la raison pour laquelle je vais rester à Paris pendant les JO
pour regarder la lutte, parce que voilà, en fait, j'ai fait vraiment 10 ans de lutte quand j'étais très 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 jeune, jusqu'à mes 23 ans. Et donc j'ai fait un diplôme des sports, des métiers sportifs pour devenir coach et tout. Et c'était à ce moment-là que complètement par hasard, je tombe sur la politique. Je deviens journaliste sportif d'abord. Donc je gravite dans le milieu journalistique et puis je m'intéresse aux activités politiques et je deviens un sort de conseiller de la jeunesse du président réformiste et voilà, en fait, je change la vie, je fais la sociologie, je fais la sociologie politique et je m'intéresse vraiment complètement à autre chose. Et comment t'as réussi justement à monter une équipe autour digital, tu disais pour s'opposer, etc. Quand tu communiquais sur Twitter, etc. Enfin, comment tu... Je suis très... on est un peu une génération très... en tout cas, moi, early adapter, de pouvoir... En fait, j'étais curieux et je suis curieux. J'étais blogueur, donc j'écrivais sur le blogosphère. J'ai découvert le podcast même avant que le mot n'existait pas, parce qu'en fait... il faut savoir qu'en fait, il y avait pas Internet, il y avait Internet dial-up. Donc, je montais des podcasts en 2005 et je distribuais avec des clés USB sur les CD. Je pense que les plus jeunes ne savent même pas qu'est-ce que c'est un CD. T'as quel âge? Je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs dans... J'ai pas dit, j'ai 41 ans. 41 ans, ok. Ouais, donc je suis né en 83. Et donc, j'arrivais à manipuler des outils. Je suis très autodidacte. Et donc, dès qu'un nouveau produit, réseau ou outil arrive, je suis curieux. Et donc, il y avait Orcat, il y avait MSN, il y avait énormément de choses donc sur lesquelles j'avais un compte. Et évidemment, Twitter, Facebook, YouTube. Et un peu ma génération, c'était ça, hein, c'est-à-dire qu'on faisait surtout en fait dans la situation de l'Iran, à la fois pour informer mais aussi pour draguer. On utilisait MSN, Yahoo Messenger, donc il y avait beaucoup des jeunes qui étaient vraiment vachement sur connectés là-dessus. Ouais. Donc nous, notre objectif, c'est de mobiliser la jeunesse, et on a fait ça. Je me souviens que vraiment en espèce de, à un moment donné, ça nous a dépassé. Tu vois, en fait, c'était vraiment la première fois, et ça, c'est vraiment la première fois au monde que pour soutenir une cause sociale ou politique, il y a des milliers de personnes changent le photo de profil ou changent la couleur et tout. Et le mouvement nous dépasse. Et une semaine plus tard, je me souviens que j'ai eu la BBC, Financial Times, CNN qui me contactent, qui parlent. Et d'ailleurs, c'est ça qui a créé problème politique pour moi, parce que les autorités disaient ouais, enfin là, ce gars-là, il est hyper connu dans le monde, et donc il est espion des Américains, des Occidentaux. Donc voilà. Et toute mon équipe, les gens autour de moi, c'était pareil. En fait, on était hyper connectés et ça a marché. En revanche, c'était pas la première fois. On a essayé ça plusieurs fois, plusieurs campagnes pour plusieurs différents clients, mais cette fois-ci, ça a marché. Voilà, parce que la société voulait ça. Et j'ai gardé toujours cette envie et cet élan de mobilisation digitale. Et j'ai essayé de faire toujours dans toutes mes activités d'avoir en fait une approche comme ça. Mobilisation, un peu créer une pas communautaire, mais un peu c'est un peu pareil. Oui, voilà. Ok. Et donc du coup, t'as fait de la prison politique. Enfin, c'est comme Est-ce que c'était avec les mêmes dans une prison classique, ou comment ça se passe, et ça a duré combien de temps? Non, en fait, c'était non, on est surtout en fait dans les situations extrêmes, parce que il faut savoir que
pendant cette période de juin 2009 jusqu'à quasiment un an, c'était une situation assez exceptionnelle en Iran. Il y a eu de l'arrestation politique de temps en temps, mais en fait le fait que ça dure autant de temps, c'était exceptionnel. Et que les manifestations durent autant de temps, c'était exceptionnel. Donc on était séparés du public. Ah, ok. Moi j'ai les premières 10 jours, j'ai pas vu le jour, j'ai pas vu la lumière. Donc j'étais en cellule isolée, en isolement. Tout seul, enfermé dans une cellule, oui, je sais pas, de 5 mètres carrés. Ou... Ouais, exactement. Ah ouais. Donc un peu plus plus petit qu'un petit studio étudiant parisien. Je rigole. Et ça a duré combien de temps au total? Donc 10 jours dans une cellule d'isolement, oui. Et après sinon... Autour de 2 mois régulièrement. D'accord, ok. Et comment t'as vécu cette expérience notamment, déjà les 10 jours d'isolement, et tu faisais quoi? Tu réfléchissais à quoi? Je dormais beaucoup. Ouais. Parce que justement, je venais en fait de passer une campagne assez dure et longue, donc j'étais fatigué. Donc les premiers jours, j'avais pas d'interrogation, donc et je peux m'occuper avec moi-même. J'ai pas besoin d'éléments externes pour m'occuper. Donc c'est-à-dire, tu réfléchis du coup, Je réfléchis, j'imagine, je m'interroge, je rêve, donc je pense que ça aide. En plus, j'avais un contact avec un ancien prisonnier politique qui m'a donné quelques tips, justement comment ne pas craquer dans la prison politique. Ah oui. Et l'une des vraiment styles, c'est de vraiment s'occuper avec de la richesse intérieure, de la poésie, de la philosophie, de la spiritualité, donc du coup, des souvenirs. souvenirs. T'avais des livres, t'avais accès non, à des j'avais livres. rien du tout. Ah, même pas. Justement, en fait. Ah oui, donc rien du tout. Tu puises dans tes connaissances, propres connaissances philosophiques. Voilà. Oui. Exactement. Et donc c'est pour ça que des fois dans la vie, c'est important de, comme tu dis, en fait, avoir une richesse intérieure, lire beaucoup de romans, de fiction, de regarder de films, de séries, de la philosophie, pour pouvoir réfléchir après. Ah ouais. Et mais donc, est-ce que, justement, réfléchir après, tu t'es projeté un peu, tu t'es dit que ce que t'allais faire après en sortant de la prison ou... Ouais, mais aucun de ce que j'ai réfléchi ne s'est pas réalisé parce que c'était la vie. Franchement, j'imaginais tout ce que je vis depuis. J'imaginais pas une seconde. Ah ouais. Je m'imaginais pas que 3 mois après, je serais à Paris. Et justement, pourquoi t'as choisi tu disais entre la France et les États-Unis? Pourquoi t'as choisi la France et pas l'American Dream? Beaucoup de monde me pose la même question. Plusieurs raisons, parce que très simple, géographiquement, c'est plus proche de l'Iran. Okay. Potentiellement, un peu culturellement, du côté des intellos, des journalistes, pas du côté des entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs iraniens aux États-Unis. Justement, si je pensais que je veux reprendre ma vie d'entrepreneur, j'aurais dû aller aux États-Unis. Ouais. T'as le fondateur de YouTube, Dropbox, le CEO de Uber, fondateur de PayPal, non pas PayPal, pardon, eBay, etc., etc. Ok. Et une communauté très forte, surtout dans l'entrepreneuriat. En revanche, en France, t'as des journalistes, t'as des artistes, t'as des cinéastes. Peut-être un peu ça, parce que mon frère l'aîné et mon frère jumeau, ils sont écrivains et cinéastes. Et ils sont en France, du coup? Ils sont en Iran. Ils sont en Iran. Toute ma famille est en Iran. Et il y avait ça. L'autre raison, c'est que j'ai lu beaucoup de romans quand j'étais plus jeune. Et que je me disais, je
je me baladais dans les rues d'Albert Camus, de Sartre, de Alexandre Dumas. Et vraiment, l'un des plaisirs que j'ai eu, c'est de relire certains romans que j'avais lus en persan, en traduction. Ah oui. Quand je suis arrivé, je parlais 0 mot en français. Ok, c'était ma question justement. Ouais. Et je me souviens, je suis allé à Marseille, à Château d'If, où Dantès, le héros de roman d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, a été emprisonné. Et c'était très inspirant. Je l'avais lu, j'avais complètement oublié l'histoire. Mais il est emprisonné par l'injustice. Après, il se venge, mais il se venge pas des personnes, il se venge de la vie. Il devient entrepreneur. Il crée une nouvelle vie et il, entre guillemets, domine toutes ses anciens adversaires. Et j'ai lu le chapitre, j'ai relu le chapitre de la prison de Comte de Monte Cristo à Marseille, dans le château d'If. Ah oui. Où il était emprisonné. T'es allé là-bas t'es dans ce but-là ou? Oui. Ah, je me suis dit que j'y vais une fois pour t'immerger un peu. Ouais, exactement. Ok. Et t'as mis combien de temps pour apprendre le français justement? Est-ce que j'ai vraiment appris le français? Là, j'arrive à te comprendre. Non, c'est toujours work in progress. Donc, au départ, c'était très difficile. Le français est une langue très riche, mais très difficile à démarrer. Donc, ça a pris pour avoir une conversation normale, oui, 2 ans, 3 ans. Et surtout, au départ, j'étais pas très connecté avec la société. Tu vois, en fait, l'arrivée de l'exil et tout, c'est pas très facile. Mais tout de suite, je me suis dit, je vais. Parce que justement, juste pour revenir très rapidement sur le fait d'être réfugié politique et l'asile, etc. C'est quoi concrètement? Est-ce que là, t'as plus le droit de retourner en Iran? Et pourquoi il y a ces 2 pays justement qui te proposent de t'accueillir? Et c'est quoi entre? Normalement, justement, on n'a pas de droit. On a le droit, mais si on rentre, on est en prison. Ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on obtient l'asile politique, parce que notre vie est en danger dans le pays. Et pourquoi ces 2 pays? Parce que il se trouve que je me baladais à Istanbul et j'avais une vie underground un peu là-bas. Et je tombe sur un autre journaliste britannique qui était en même temps en prison avec moi, dont le nom était, et d'ailleurs comment il me connaissait et moi je le connaissais pas, son nom était dans la même communiqué de presse de l'Amnesty International et des Reporters sans frontières, dans la liste des premiers journalistes qui ont été arrêtés en Iran. Et par hasard, complètement par hasard, on s'est trouvé. Lui, il m'a trouvé et il a dit, mais Roux, tout le monde te recherche et on pense que t'es mort dans la prison, parce qu'il y avait quelqu'un qui était emprisonné avec moi, qui a été décédé malheureusement dans les conditions inconnues, soupçonnées, et évidemment, en fait. On sait pourquoi. Et donc, on a pensé que moi aussi, donc j'étais disparu. Et donc, je me suis présenté, je suis allé à l'Amnesty International. Coucou, je suis là. Et ils sont communiqués un peu partout. Et vraiment, quelques jours après, il y a ces 2 pays qui étaient assez actifs dans l'accueil des dissidents politiques, m'ont proposé l'asile. Ok. Et alors, du coup, pas de regret, entre guillemets. Comment ça s'est passé ton arrivée en France? Est-ce que déjà tu avais de l'argent de côté, des économies? Et comment en tant qu'immigré, entre guillemets, est-ce que tu trouves que tu as été bien accueilli? Est-ce que
c'était assez simple entre guillemets ou c'était semé d'embûches? Ben, il est jamais simple, peu importe la situation, parce que il y a les conditions d'arrivée, mais il y a toujours la condition de départ. Donc tu es coupé de ta vie d'avant. Moi j'ai eu la chance justement d'avoir cette visibilité de reconnaissance professionnelle et internationale par ces organisations, mais pourtant c'était pas évident. Voilà, j'étais pas le logement était compliqué. J'avais mon économie, mais justement je n'arrivais pas à en avoir accès parce que justement quand tu arrives, j'avais quelques milliers d'euros, mais j'arrive pas à ouvrir un compte bancaire pendant des mois. Et donc j'étais très dépendant de cash qui circulait. Donc j'avais même vite proposition de job ou des missions pour la BBC, pour les différentes entreprises. J'intervenais, mais j'arrivais pas à recevoir mon salaire. Donc ça, c'était vraiment difficile les premiers mois. Mais après, j'ai eu encore la chance d'être... je connaissais personne, littéralement. T'avais pas de contact éloigné, des cousins éloignés, des amis? Vraiment, je suis la première personne dans toute la famille qui est sortie du pays. Wow. Normalement, je viens d'une classe, la classe... mes parents étaient un peu transfuges de classe. Ils étaient ouvriers, après classe moyenne inférieure. Donc c'était pas du tout dans l'habitude de la famille. Et l'immigration en Iran, la diaspora iranienne est très diaspora de l'élite. Ouais. Donc, je dis des entrepreneurs, des artistes, des journalistes. T'as pas justement essayé de contacter de manière éloignée des personnes après, de la diaspora iranienne? Si. Après, justement, même c'était moi qui ai été contacté parce que ça circulait que Roussavar il est à Paris, donc effectivement, en fait, des journalistes, des gens en fait commençaient à me contacter et voilà. Après quelques mois. J'ai commencé à créer des liens avec des gens. Et du coup, pour trouver un logement, t'arrivais facilement à signer un contrat, etc. Non. non, c'est toujours compliqué. On n'a pas aujourd'hui c'est 10 fois plus difficile, mais à l'époque c'était difficile aussi. Tu vois, en fait, on a besoin de garants quand tu as personne. De fiches de paye, de CDI. Non, enfin, j'avais pas du tout ça. Ok. Et donc, du coup, tu disais, tu as eu plusieurs offres de job. Tu as pris un job ou tu as cherché à lancer ton propre projet entrepreneurial? Non, pendant plusieurs années, j'ai fait de journalisme pour les autres médias. D'accord. Pour d'abord les médias iraniens persanophones, la BBC persan, des sites et des médias qui sont connus à l'international, mais à un moment donné je me suis dit j'aimerais bien de parler avec mon entourage, c'est-à-dire la communauté française, les Français et les francophones de l'Iran. Donc j'ai commencé à ici je salue Pierre Aski qui m'a donné ma première espace médiatique sur Rue 89, dont il est cofondateur. Rue 89, ok. Qui a été racheté après par Lobes. Ouais. Donc c'était mon premier blog. Donc j'ai écrit et d'ailleurs on a commencé une série de reportages chroniques Regarde persan, qui était en fait je traitais la campagne présidentielle de 2012 qui a été commencée depuis 2011. Donc je suivais François Hollande, Ségolène Royal, les candidats aux primaires socialistes. J'ai commencé par ça. C'est là que Benoît Hamon, je l'ai rencontré après. D'accord. Pour 2017, où justement en 2017 pour Libération, j'ai
interviewé Benoît Hamon Ok. et François Hollande dans ses dernières journées à l'Élysée en tant que président. Donc c'était vraiment mes dernières activités journalistiques en tant que journaliste pour la presse. Donc presse écrite. Écrite. Interview. Ouais, ok. ouais. J'ai créé en 2015 justement suite à ce blog sur 89 Lobes qui était Regarde Personne. J'ai créé Lettres Persane qui était un média. J'ai cofondé. D'abord j'étais tout seul. Après il y a Delphine O qui m'a rejoint. Delphine O. Aujourd'hui, elle est une femme politique. Elle est ambassadrice de France à l'ONU sur la question des femmes. Okay. Elle était députée. Et on a développé ensemble Lettres Persane, pardon. Regarde Personne, c'était le blog, et Lettres Persane était le média que j'ai créé en fait. Donc de manière indépendante. Indépendante. Mais associé avec Delphine. Associé avec Delphine, exactement, qui était de 2015 à 2018 vraiment le média principal sur l'Iran. Et un peu le Moyen-Orient aussi. Donc, on commençait à traiter les autres pays, l'Afghanistan, la Turquie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, parce qu'en fait, il y a tellement désertique l'espace médiatique en termes de contenu original. Parce que c'est difficile, hein. C'est pas parce que on veut pas, c'est parce que c'est difficile. D'avoir les sources sur les sources, les accès, les connaissances. Il faut savoir qu'en fait, le nombre de journalistes en France a diminué par rapport à il y a 30 ans. Alors que journaliste le nombre global en France, ou en global. Ouais. Donc on a moins de journalistes en nombre, pas en proportion, en nombre qu'il y a 30 ans, alors que la population a doublé quasiment. C'est dû à quoi ça justement, tu penses? Plusieurs choses, le numérique, les médias qui n'arrivent pas toujours à s'adapter à la situation, à l'émergence de la tech, des réseaux sociaux, des médias émergents, des journalistes citoyens. Moi, j'étais vraiment parmi de cette première vague de journalistes citoyens, c'est-à-dire les gens qui prennent avant c'était sur le blog, après c'était sur les réseaux sociaux. La parole, quoi. Oui, et maintenant c'est encore différent. Sur Instagram et tout, et donc alors qu'avant la seule source de l'information était des journalistes. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, ce n'est plus le cas. Ce qu'on dit, le plus grand rédacteur en chef au monde, c'est Google, c'est Facebook. C'est eux qui décident finalement quel contenu doit être lu et regardé. Alors qu'avant, il y avait des conférences de rédaction. La rédaction et on décidait qu'est-ce qui doit être la page, la une d'un journal. Aujourd'hui, la une de journal n'a aucun intérêt. Donc les médias n'ont pas pu s'adapter avec cette situation et encore, on est dans une troisième vague de la technologie qui bouleverse avec l'IA générative. Avant, c'était la net tout court. Après, la deuxième vague, c'était les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et là, on est en troisième vague qui est l'IA générative, où le contenu est pas ni créé, ni distribué, ni sélectionné par les journalistes. Ouais. Aujourd'hui, c'est même pas par les humains. Et les médias, les organismes de presse ne sont pas les acteurs principaux de ce mouvement-là. Alors qu'avant, moi je me souviens, je suis un peu âgé, je me souviens que les rédacteurs en chef dans les rédactions maîtrisaient complètement la chaîne de production et de diffusion de l'information. Ils savaient comment ça marche une imprimerie. Ouais, mais ça pouvait avoir aussi, enfin, il y a du pour et du contre comme dans tout, quoi. D'un côté, tu pouvais dire que c'était peut-être un peu plus centralisé avant et maintenant c'est peut-être un peu plus décentralisé, mais en même temps, il faut s'assurer que tout ce qui est dit et partagé est complètement sûr et vrai, quoi. Mais...
Oui, mais pour moi, en fait, ce qui est très important, c'est que justement au moins, en fait, les gens qui ont des postes de décision dans la rédaction maîtrisent les technologies. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Les journalistes courent derrière. Ils viennent juste de s'adapter avec la vague précédente des réseaux sociaux, et là, bim, l'IA générative arrive et on sait pas quoi faire avec. Pour le début, ouais. Ouais. Donc il y a moins de gens, moins d'argent et moins d'intérêt pour le journalisme. Ok. Et donc justement, moins comme ta plateforme journalistique ou les lettres persanes. Pourquoi est-ce que tu y as mis fin, ou enfin pourquoi ensuite t'es parti sur un autre projet plus entrepreneurial ou? Oui, c'était justement à ce moment-là que j'ai connu. Il y a une crise. Donald Trump arrive, les sanctions sur l'Iran. Donc moi j'avais un modèle économique dont le média était plutôt en fait ma carte visite, et derrière je faisais de consulting Okay. pour le MEDEF, pour les entreprises, pour les organisations internationales. Moi, je dis pas personnellement, mais les gens dans l'équipe. Ouais. Et là, bim, il y a le retour des sanctions. 2 jours au lendemain, zéro business, zéro argent, mais vraiment, littéralement. Je dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'était vraiment, et par hasard, c'est pas hasard, parce que je fais T'as provoqué les opportunités. Oui, en fait, je parle avec un ami qui est CTO dans une boîte, et il me parle un peu de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, et là on se situe en 2018, peut faire. Et donc je lui dis mais est-ce que tout ce on fait aujourd'hui, parce que ma frustration était, en fait, il y avait toujours une information dont je passais à côté, et j'arrivais pas à écrire, à diffuser, à en parler. Et je dis, est-ce que ma méthode, c'est-à-dire aller trouver les sources d'informations dans le pays, est-ce que tout ça, on peut, cette intelligence artificielle dont tu parles, peut le faire, peut m'aider dans ce démarche? Il a dit non. Typiquement, surtout certains CTO, d'abord ils disent non. Et après, ils vont réfléchir. Il est revenu une semaine plus tard. Il a dit, mais en fait, je suis allé regarder, mais il y a des possibilités. Donc, on s'est dit, on va faire une plateforme SaaS. Donc, on a créé une startup. Ouais. Je savais même pas qu'est-ce que ça veut dire, startup. Je savais qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, mais startup et tout ça, je savais pas. Donc, SaaS même, je savais pas. À un moment donné, un investisseur qui m'a dit, en fait, ce que tu proposes, c'est une SaaS. Donc tout ça, j'ai appris vraiment en faisant. Donc c'était la SaaS où c'était réfléchi pour les journalistes, où les journalistes viennent, ils donnent leur centre d'intérêt. Okay. Et les centres d'intérêt même complexes dans différentes langues. Et l'algorithme va chercher des bonnes informations, il fait des résumés ces bonnes informations. À la fois, on fait un débriefing, mais aussi on visualise les data en disant quels sont les signaux faibles et les tendances, pour que le journaliste puisse anticiper. Et personne ne voulait payer, surtout les journaux, parce qu'ils avaient peur. Ah là, en fait. C'est ce que je fais. Si il y a cette plateforme, moi j'aurais plus de job demain. Donc naturellement, ou alors en fait ils comprenaient pas. En fait, aujourd'hui ça paraît facile, mais vraiment il y a 5 ans, c'était inimaginable. En fait, on pensait qu'on ment. C'était un chat GPT avant. Oui. Il y a plein de projets similaires maintenant qui se lancent, justement basés sur OpenAI. Exactement. Nous, on avait notre propre data analyst, data engineer. On a fait un bout de algorithme qui commençait à bien marcher. Donc, on est allé vers les entreprises. Et là, à ce moment-là, les intérêts, c'était intéressant. Ils étaient prêts à payer vraiment. Mais après, voilà, il y a
mauvais timing. Le timing était trop Covid. tôt, quoi. Ouais. Ah, il y a Oui, un trop tôt, mais aussi le Covid, et donc on n'a pas pu, en fait, au niveau de trésorerie, c'était parce que ça demande beaucoup de ressources pour le développement. Bon, là, aujourd'hui, beaucoup moins, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment les API. Les data ingénieurs, etc. Ouais. Donc, et puis après, qu'est-ce qui se passe? On arrête. Même si ce qui est intéressant, c'est que après la boom ChatGPT, les mêmes qui, en fait, ne voulaient pas ou qui comprenaient pas, ont revenu en disant, tu nous as parlé que en fait tu faisais ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le faire de la part de l'État même oui, parce que en fait il y avait un sujet de souveraineté technologique et de data. Même aujourd'hui encore, on n'a pas un seul acteur européen ou français surtout qui fait ça. Ces types de produits sont développés aux États-Unis, en Russie, en Israël, en Chine. Et là, il y a Xavier Niel qui a dit justement qu'il voulait investir de façon colossale dans l'IA et créer un laboratoire pour justement la souveraineté un peu française ou européenne, quoi. Ouais, coucou Xavier Niel, je suis en retard. Tu es en retard. On a fait ça il y a 5 ans et bon. Et après, on a eu nos erreurs aussi. Je dis pas que en fait, moi j'étais un génie et personne m'a compris. Non, en fait, on avait vraiment des erreurs. On a passé beaucoup de temps de développement. On aurait pas dû. La leçon que j'ai eue, c'est que surtout en fait dans les produits B2B, il faut avoir un prototype, même pas un MVP, aller présenter ça aux prospects. S'ils sont acceptés, il y a un dos qui commence à payer ou pré-payer, et tu peux développer comme ça. Et ça, on a fait à l'envers, on a développé. Et l'exemple assez récurrent, c'est que tu développes des features qui s'intéressent personne, mais il y a d'autres features vraiment beaucoup plus simples que les gens sont vraiment prêts à payer. Donc il fallait vendre le produit avant même, en avance, et que ensuite tu le développes une fois que tu as les fonds, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, tu as lancé quoi comme projet ensuite, par la suite, après avoir fermé? Ça, c'est à ce moment-là, parce que tu as une association Singa, si je me trompe pas, et tu as ce projet Welcome Account. Ouais. Association Singa, c'est un ONG international qu'on a. Je ne suis pas cofondateur. C'est cofondé par Guillaume Capel, Nathanaël Moll, et rejoint après par Alice Barbe. Okay. Moi, j'ai rejoint d'abord en tant qu'entrepreneur parce qu'ils proposaient pour la première fois des incubateurs pour les nouveaux arrivants, particulièrement des personnes réfugiées. D'abord, j'ai dit non, des assos qui travaillent avec les réfugiés, j'en ai marre, je veux pas, parce que moi, je veux avancer. Eux, ils me laissent vraiment, ils te laissent dans leur dans le monde passé, on va dire. Et exactement. Et c'est pas ça leur mission en plus. Et après, il y avait un ami que je salue aujourd'hui, qui est mon CTO aujourd'hui, Hamzé, chez Welcome Account, qui est un génie, Hamzé, dans beaucoup de choses. Qui m'a dit non, viens, tu verras, enfin c'est intéressant. Et là, je suis tombé sur les gens assez visionnaires, très ouverts d'esprit, et c'était vraiment après des années que moi j'étais quelqu'un productif en Iran, j'étais un leader, et pendant toutes ces années de 2009 à 2015, j'étais marginalisé. Donc c'était pour la première fois qu'il y a des gens qui disaient mais qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu peux nous participer à toi tu peux nous aider. Je dis en fait ça change les choses. Même dans les médias, et d'ailleurs pourquoi je voulais créer mon propre média, parce qu'en fait toujours j'avais des commandes que j'aimais pas en fait. Je voulais avoir mon propre narratif. Donc j'ai rejoint l'association en tant qu'entrepreneur. J'ai créé Lettres Personnes justement
un programme, tout le premier programme d'entrepreneuriat de Singa. Ah ouais. Singa accompagne des entrepreneurs immigrés nouveaux arrivants. On a beaucoup plus d'activités aujourd'hui. On a beaucoup d'activités de community building. On a créé un fonds d'investissement à 80 millions d'euros pour investir dans le projet qu'on a accompagné depuis. On est dans 7 pays, à peu près 20 villes. On a plus de 15 programmes d'entrepreneuriat. On co-gère avec Arte, Actes Sud, Make Sense et Artifarty, la Gaieté Lyrique. Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus grand et moi je suis devenu justement président en 2008 pour aider l'équipe à un développement plus structuré et venir avec un regard, une vision différente quand même. Et puis tous ensemble, on a atteint tout ce qui est devenu aujourd'hui Singa, qui est le réseau le plus important de l'entrepreneuriat et l'immigration en Europe. Mais du coup, c'est de la formation offerte entre guillemets à des immigrants pour les aider à innover ou à se développer ou à quand ils arrivent. Exactement, il y a des incubateurs, il y a des meet-up, il y a des networking, il y a de l'accélérateur, des clubs ou des réseaux pour le moment informels. J'aimerais bien de formaliser ça, de business angels, des partenaires qui financent des projets. Donc, on a créé un écosystème, ce qui manque à n'importe quel entrepreneur, pour pouvoir avancer en fait dans son projet. Ce qui te manquait, toi, par exemple, quand t'es arrivé en 2009. Exactement. Je suis vraiment early user de test de tous les programmes de Singa. Oui, le persona, oui. Et c'est financé comment du coup ? C'est une ONG, c'est une association ? C'est une ONG, oui, association financée par les plutôt des fondations d'entreprises. Par exemple, les plus historiques aujourd'hui, c'est la fondation THSN de Generali, okay. La fondation Visa, Accor. Plus récemment Transdev, là il y a un doux, je sais pas si je peux annoncer parce que voilà c'est en fait, c'est dur de les convaincre ces grands groupes très dur. En gros ils ont une poche dans leur bilan qui leur permettent d'investir dans ce type de projet. Exactement, ils ont les entreprises de manière générale et surtout les plus grands, ils ont des responsabilités, ce qu'on dit RSE. Responsabilité sociale et environnementale. Donc chaque fondation d'entreprise définit une mission. Il y en a qui sont pour égalité hommes-femmes, il y en a qui sont pour l'environnement, il y en a qui sont pour l'inclusion. Et donc nos partenaires, normalement, ce sont ceux qui ont l'inclusion pour mission. Et parfois, il y en a un qui sont beaucoup plus précis, c'est l'entrepreneuriat dans l'immigration, donc l'inclusion économique, voilà. Donc ils viennent et évidemment ils bénéficient des exonérations fiscales pour leur contribution, mais c'est un devoir aussi. Ils sont obligés de choisir certaines responsabilités sociales et environnementale. Et est-ce que tu penses que justement en tant qu'immigré, par exemple moi quand j'ai fait un stage en Inde pendant 5 mois, quand je suis allé en Inde, je venais de la France et je trouvais que là-bas il y avait plein de choses à faire, je pouvais entre guillemets un peu tout reproduire ce qui se passait en France en termes d'innovation, mais enfin on n'a plus besoin d'être trop créatif ou de chercher la bonne idée. Est-ce que toi à l'inverse, les immigrés qui viennent en France ou en Europe pour innover ou pour se lancer dans des projets, leur parcours d'immigré, ça aide, entre guillemets. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ma conviction, c'est notre conviction, c'est que exactement ce que tu viens de dire. En fait, on a un pas de côté quand on va dans un environnement qui nous est étranger, qui est nouveau. Donc, on regarde les choses différemment.
Et si on est un peu malin, on voit des choses comme opportunités, des choses qui sont qui peuvent être même une menace parce que tout est différent. Et puisqu'en fait t'es dans cette situation de pas de côté parce que t'es obligé, c'est pas parce que t'es hyper smart que t'es non, c'est vraiment le mode survie. Donc je découvre tout et tout est nouveau pour moi. Donc je vois des choses différemment, je vois des choses différemment, comment je peux faire des choses. Et pareil, les immigrés qui viennent ici, et d'ailleurs dans l'entrepreneuriat de manière générale en Europe et particulièrement en France, on n'a pas une culture d'entrepreneuriat généralisée. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est inaccessible. Quand on pense à l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a fait une grande école, qui a fait ceci, qui a fait cela. Alors que dans les autres pays, c'est pas forcément le cas. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui lance une boutique. Et on a une culture salariale dans les écoles. Et d'ailleurs, ce qui me dérangeait dans l'école de journalisme, j'ai fait une école de journalisme ici aussi, c'est qu'en fait, vraiment, on prépare les gens pour devenir salariés des grandes médias. Dans les autres écoles, pareil. Pourquoi? Parce qu'on a un système justement qui recrute, qui embauche, dont on a besoin de ces gens-là. Mais le revers de médaille, c'est que on entre guillemets produit moins d'entrepreneurs, on produit des salariés. Et les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont une culture entrepreneuriale. Ils disent déjà, en fait, je suis pas très compétitif dans le marché du travail et donc je dois créer ma propre boîte. Ça leur paraît naturel. En plus, ils regardent des choses différemment. Et c'est pas anodin, et vraiment c'est pas anodin que parmi les 3 top vaccins de Covid, 2 ont créé par les immigrés. Pfizer par 2 immigrés turcs, allemands en Allemagne, et Moderna dont le fondateur Nuban, il est immigré libanais arménien au Canada, qui a créé la société, l'empire Moderna. Et j'emprunte toujours ces mots. Il dit l'innovation, c'est une immigration intellectuelle. Et pour lui, c'était comme ça, pour les autres, c'est comme ça. Et justement, parce qu'en fait, dans les situations d'urgence, on doit se débrouiller. Mais de toute façon, c'est intéressant ce que tu dis, mais d'ailleurs, c'est un peu aussi la conviction que j'ai sur mon podcast, où ça s'appelle Aventurier de la vie, où je parle aussi beaucoup de voyage. Mais le voyage, entre guillemets, c'est aussi une immigration, bon, à court terme, mais où on va d'un pays à un autre, mais le fait de voyager et de s'enrichir de différentes cultures, c'est très enrichissant pour entreprendre et entreprendre l'entrepreneuriat, Et tout à fait. Et justement, par rapport à ton projet Welcome Account, s'il y a des immigrés qui nous écoutent, mais pas que, aussi des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer, quelles étapes t'as suivies et que tu pourrais partager pour ceux qui voudraient se lancer, ce qu'il faut de manière simple et concrète pour se lancer dans un projet? C'est compliqué de dire ça en résumant, mais des obstacles aussi à éviter pour toi, en adaptant ton exemple. Toi, comment tu t'y es pris, on va dire, pour lancer ton projet Welcome Account? Il y a plusieurs choses. D'abord, vraiment étudier le projet, ne pas avoir peur de tester des choses, de ne pas venir avec une conviction qu'en fait la solution que j'ai trouvée c'est la meilleure solution. Trouver le ou la bonne partenaire. Moi, j'ai la chance de m'associer avec Caroline Span. Je pense qu'en fait tout le monde n'a pas cette chance parce que une raison principale d'échec des entreprises, c'est des problèmes entre les associés. Comment t'as fait pour t'associer avec elle justement? En fait, c'est dans le réseau parce qu'on gravitait dans le même réseau et je savais quelles compétences complémentaires je cherche. Ça, c'est très important de connaître en fait ses défauts et de dire en fait qui est plus fort dans ces aspects que moi et de reconnaître les compétences des autres. Et donc et ça, je pense que surtout en tant que
personnes immigrées, nouveaux arrivants, c'est essentiel de s'associer avec quelqu'un qui a plus de bagage local et qui comprend en plus ce que tu fais, ce que tu veux faire. Ça, c'est important. Et ensuite, le reste, c'est comme tous les autres entrepreneurs, c'est-à-dire nous, au départ, on voulait pas créer Neobank, on voulait créer une marketplace qui agrège les offres. Donc, pendant 6 mois, on a fait à la fois les études de marché, mais aussi recherche d'utilisateurs. Et finalement, les utilisateurs nous disent moi, j'ai besoin d'un compte bancaire pour d'abord me débrouiller dans la vie. En fait, tous les autres produits que vous voulez m'offrir, c'est secondaire pour moi. Et là, du coup, à ce moment-là, c'était vraiment un moment enthousiaste pour moi, parce que le challenge pour moi, c'est enthousiaste, mais quand même difficile de dire on va faire un pivot. Ouais, t'avais quand même à ce moment-là le sentiment, un peu comme une illumination, d'avoir vraiment plus cerné le besoin des utilisateurs. Exactement. Et ça a coïncidé par le voyage de aussi Caroline à New York. Donc et elle a vécu vraiment cette exclusion elle là-bas aussi, et donc j'ai dit non, en fait c'est vraiment le message du ciel qu'on doit faire ça. Et on l'a fait, on ne regrette pas du tout, alors qu'on vient pas du tout de milieu bancaire, aucun d'entre nous. Est-ce que tu as essayé, du coup, c'est pas vraiment un SaaS, mais d'une certaine manière, mais est-ce que tu as, par rapport à ton expérience passée, essayé quand même de vendre ce produit avant même de l'avoir complètement développé c'est pas du B2B, mais... Justement, on a inventé un modèle, vraiment, c'est le premier modèle de B2B de Neobank, c'est-à-dire on deal avec les entreprises qui recrutent à l'international ou des ONG. Donc, nous, nos premières 1000 utilisateurs payants qu'on a eu, on a eu comme ça. Ah oui. C'est-à-dire, on a eu un contrat d'une organisation qui dit « Je te paye pour ouvrir compte pour ces 1000 personnes ». Ah, c'est ce qu'avait d'ailleurs Éric Larchevêque, que j'ai eu dans ce podcast aussi, avait dit dans Qui veut être mon associé. Exactement. Que c'était assez innovant en termes d'acquisition, parce que tu payes pas, quoi. Et le grand problème justement des néobanques, c'est qu'on dépense énormément d'argent dans l'acquisition du client. Il y a une guerre et nous, on est payé pour. Et en partie, ça vient de nos parcours à nous deux, Caroline et moi, qu'en fait, on n'est pas formaté pour créer une néobanque. On est mission driven. On a une mission de servir nos clients, nos utilisateurs, et on trouve le moyen pour. Donc on n'était pas très formaté pour dans les néobanques. Il y avait plusieurs même fondateurs de néobanques qui nous disaient non, ça marche pas. En fait, il faut pas faire comme ça. Tout le monde fait ça. Je dis tout le monde fait ça. C'est intéressant quand même comme information, mais ok, en fait, je prends l'information. Après, je vais réfléchir. Est-ce que je dois faire la même chose ou pas? Voilà. Mais comment tu as réussi à vraiment que ça soit no-brainer pour les entreprises et que ça soit gagnant-gagnant, parce que on imagine, le but c'est pas ça, mais moi je développe une plateforme dans l'investissement immobilier et je veux faire un deal avec toi ou même avec une entreprise pour que toi tu proposes à tes clients qui ouvrent des comptes bancaires d'investir leurs économies dans l'immobilier. Oui. Toi, pour moi, ça me coûte 0 entre guillemets en acquisition. Toi ou un grand groupe, comment tu ferais pour le convaincre ça? Et sinon, en faisant le parallèle à ce que tu as fait toi avec les grands groupes. Par exemple, là j'improvise vraiment, mais je peux dire là, en fait, c'est un avantage de marque employeur. C'est-à-dire, dans mon entreprise, vous avez accès à ce fabuleux produit d'investissement et toi, mon salarié, je paye ton première année d'abonnement de cette plateforme et je t'offre ça. Tu peux aller investir et t'enrichir et je te soutiens. Et là, le marque d'employeur, surtout aujourd'hui dans un marché de job assez compétitif, c'est important. C'est un argument qui est rétention des talents, c'est important. Et tout le monde paye pour. Ouais. Ok, hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais juste sur ton expérience, vu qu'on en parlait un peu de qui veut être mon associé, toi, est-ce que ça t'a
ça vous a apporté grand chose à Welcome Account? Est-ce que t'en tires des bénéfices? Ce que j'ai dit nulle part jusqu'à maintenant, c'est que nous on attendait une avalanche de visiteurs sur le site et tout, et finalement ça s'est pas produit. Ok. Il y a pas eu genre des dizaines de milliers. On a fait en fait le site pour qu'il y ait des millions de visiteurs. Pas que ça bug au cas où, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu des histoires précédentes. Non, pas vraiment. En revanche, là où on était vraiment surpris, c'est que il y a 17 entreprises qui nous ont contactés juste après l'émission, et ça vraiment la direction RH, la direction de soutien, mobilité internationale et tout. Et ça, on n'a pas du tout anticipé, et on était agréablement surpris. Donc, on a énormément de job à faire pour suivre tous ces clients. Et pour moi, c'est un marque, parce qu'on dit toujours que c'est une émission grand public, mais vraiment, nous, on est vraiment un preuve vivant que B2B, ça marche. C'est-à-dire que notre partenaire, le CEO de Visa, a fait une capture d'écran de sa télé, et il a publié sur son LinkedIn, parce qu'on a parlé de Visa évidemment. Sinon, sur ce que tu disais sur l'avalanche ça veut peut-être dire qu'il y a pas beaucoup entre guillemets d'immigrés qui regardent l'émission qui va être mon associé, quoi. Exactement. Mais il y a beaucoup de directions RH, il y a beaucoup de mobilité internationale et tout qui regardent, c'est-à-dire que cette émission est regardée dans tout le monde business. Ok, top. Bon, hyper intéressant. J'aime bien finir ce podcast sur 2 petites questions rapides que tu peux répondre en moins d'une phrase. Première, c'est quoi l'aventure pour toi? Et la deuxième, c'est on imagine que tu es à la fin de ta vie, à ta retraite à 65 ans. Est-ce qu'il y a un grand regret que tu aimerais ne pas avoir? Aventure pour moi, c'est de découvrir, et que à la fin de cette aventure, je sois au moins pour moi enrichi intérieurement. Et le regret, c'est si j'écris pas un roman, je me sens loser. En français ou en persan? Peu importe. Un roman d'abord. Un roman. Oui. Ok. Oui. Bon, t'as encore pas mal de temps pour l'accomplir alors. J'espère. Merci beaucoup pour ton temps, Roux. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté. Ceux qui réalisent leurs rêves prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt. Et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.